Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Élection des conseillers à la RAC, la nomination de Jacques Migan, les 2 victoires d'affilée des Guépards du Bénin aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sans oublier la rue Opine, sont au cœur de ce numéro de votre émission. Les grandes contradictions, les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Mas Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir Latifat. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir madame. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Plaisir partagé. Alors, le premier sujet, nous commençons comme je l'annonçais par la rue Opine que nous propose Faouzia Sefou. Êtes-vous prêt à participer à une tontine auprès de votre propriétaire? Gaspard Adamossi. Oui, c'est vrai qu'a priori, personnellement, je n'ai pas l'habitude des tontines. Mais faire tontine auprès de mon propriétaire. C'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible si je ne suis pas un accro des dettes de loyer. parce que si je suis un accro des dettes de loyer, c'est vrai que je ne pourrai pas à la fin ramasser la mise et que le propriétaire sera certainement obligé de confisquer mon argent. Mais si je suis quelqu'un quand même d'assez correct, oui, qui s'acquitte de son loyer régulièrement, et donc qui également assure la cotisation comme il faut par rapport à la tontine, il n'y a pas de raison qu'à la fin de la tontine ou bien à mon tour que je ne puisse pas, n'est-ce pas, bénéficier de mon argent. Si je suis régulier dans le paiement de mon loyer et que je paie régulièrement la tontine et que mon propriétaire d'aventure essaie de ne pas me régler, je crois que ça finira là où ça finira, c'est-à-dire peut-être devant un commissariat ou devant une juridiction, et là je serai dans mes droits. Mais si, évidemment, je ne m'acquitte pas comme il faut de mon loyer et que l'envie... Bon, évidemment, si je fais tontine avec mon propriétaire, je ne prendrai pas le risque de lui devoir le loyer, bien entendu. Alors, Achille Wusso, je crois que c'est une aventure risquée. Mais au cas où, on sait jamais. C'est une aventure risquée que d'aller faire tontine auprès de son propriétaire. Ouais, écoutez, bon, c'est vrai que on ne sera pas aussi radical dans l'analyse. Et il arrive qu'on tombe sur des propriétaires qui sont même des protecteurs de leurs locataires, qui les aident même à aller s'installer, donc qui les forcent à réaliser eux-mêmes, à construire eux-mêmes leur chez. Que vous tombez sur quelqu'un comme ça, qui vous oblige à laisser quelque chose de côté et vous aide, par exemple, à acheter du ciment, à faire des briques, bon, cela ne poserait pas problème. Mais à 90%, je crois que ça ne coupe pas les rues. Et il n'est pas facile de tomber sur des propriétaires de ce genre, donc qui sont prêts à aider ces locataires. Et donc, c'est pourquoi je dis que c'est une aventure assez risquée. Et même si vous payez bien le loyer, vous n'êtes pas trop sûr à l'arrivée qu'on vous retourne ce que vous avez cotisé là. Est-ce que, entre-temps, on ne trouvera pas des arguments pour dire que
vous avez profité donc de ces grâces, de ces bonnes grâces, et que peut-être aussi que le loyer va augmenter de prix. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut craindre autour donc d'une telle proposition. Nous allons quand même prier que ceux qui peut-être sont dans ces cas-là, parce que si le sujet a été proposé, c'est peut-être parce que Madame Fawziat Sefou donc c'est clair, vous n'êtes pas prêt à prendre ce risque. Bon, en tout cas, je crois que c'est une aventure très risquée. Bon, je ne l'avais pas fait jusqu'à aller m'installer. Bon, je ne sais pas si ce n'est même plus possible parce que je ne suis plus locataire d'un propriétaire. Non, moi je pense que dans la vie, on ne dit jamais jamais. Ça peut arriver. Maintenant, si ça arrivait, et comme je l'ai dit tantôt, si je suis un locataire régulier dans le paiement de mon loyer, que je n'ai pas de dette vis-à-vis de mon propriétaire, ça veut dire alors que au niveau de la tontine, on ne se considère pas comme propriétaire et locataire. C'est comme si je faisais ma tontine ailleurs avec d'autres personnes. Maintenant, si évidemment je suis un locataire qui ne paie pas, là, il faut que je me rende à l'évidence que je cotise pour mon loyer, évidemment, auprès du propriétaire. Alors, rapidement, notre sujet dans cette émission, les représentants des médias au sein de la prochaine mandature de la RAC sont connus. Mas Gaspard Diamoussi. Oui, ils sont connus. Et sous réserve éventuellement des recours qui seront formulés certainement, ou je n'en sais rien. Au niveau de la catégorie presse écrite, c'est le collègue Basile Chibozo qui est élu d'une manière étriquée, tout le monde l'a constaté. Au niveau de la presse audiovisuelle, c'est Armand Oussou qui est élu avec une grande majorité. Au niveau des techniciens, c'est Lionel Begon également qui l'a remporté assez haut les mains. Et donc, nous connaissons désormais nos 3 représentants au niveau de la prochaine mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Tout ce qu'on a à dire en attendant de discuter autour des défis qui les attendent, c'est de leur souhaiter et bon vent dans leur mission. Achille Oussou, on a vu qu'à Porto Novo, et surtout pas à Porto Novo, dans la catégorie presse écrite, la voie était vraiment serrée entre Franck Pochema et Basile Chibozo. Non, mais c'est plutôt le contraire. C'est vrai qu'à l'arrivée, on a constaté que le candidat Basile Chibozo a remporté avec 3 voix de différence. Il n'a gagné que dans deux villes. Calavi, où il a dépassé Franck de 2 voix, et Porto Novo, où il a remporté, il a gagné beaucoup plus de voix. Et donc, c'est surtout la victoire de Porto Novo qui lui a permis donc d'enlever le siège. Franck a gagné dans 8 villes. Ils se sont neutralisés dans combien? Dans 4 villes, je crois. Non, ils se sont neutralisés dans 2 villes ou 3 villes. Et l'autre a remporté dans 2 villes. Et ça n'a pas suffi pour que le candidat Franck Pochema puisse renouveler son siège au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Bon, je crois que le meilleur a gagné. Les professionnels des médias ont fait leur choix, ont porté leur choix sur Basile Chibozo. Et nous allons souhaiter qu'il puisse vraiment être à la hauteur de la mission que les professionnels des médias ont bien voulu lui confier. Ce que nous constatons, c'est que à l'arrivée, c'est plutôt dans la catégorie presse écrite qu'il y a eu véritablement élection. C'est le premier constat qui se dégage. C'est là où le duel a été vraiment serré. Et bon, vous constatez à l'arrivée avec les voix que les candidats ont obtenues. Bon, je crois que c'est de bonne guerre. Dans une élection, il doit y avoir un gagnant et il doit y avoir un perdant. Et je crois que la lutte continue. Dans 5 ans, nous allons peut-être encore nous voir pour un autre challenge. Et Mas Gaspard Diamoussi, à Porto Novo, vous avez joué un grand rôle dans l'élection de Basile Chibozo. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai pas joué un grand rôle. Vous savez, les élections sont finies, il ne faut pas tirer le drap de son côté. Je pense que avec humilité, il faut plutôt dire que dans une large majorité, Porto Novo
a porté son choix sur un candidat qui, à la fin, l'a remporté. Il ne faut pas minimiser les actions des uns et des autres. Et c'est certainement pour des raisons personnelles et individuelles que chacun a opéré et son choix. C'est vrai qu'au finish, moi je me suis rangé du côté de la majorité des électeurs de Porte-Novo pour porter, au niveau de la presse écrite bien entendu, pour porter leur choix sur Basile Chibozo, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dire que j'ai joué un rôle que les autres n'ont pas joué. Et chacun a joué le rôle qui est le sien pour que Basile Chibozo gagne. En attendant de connaître les représentants du président de la République et ceux de l'Assemblée nationale, quels sont les défis de cette mandature, M. Gaspard Diamoussi? Oui, les défis, c'est des défis immenses, ça il ne faut pas se leurrer, parce qu'aujourd'hui il faut regarder l'état de la presse au Bénin. C'est un état, je ne dirais pas comateux, mais c'est un état qui n'est pas agréable à décrire sur plusieurs aspects, et bien entendu. Et si vous prenez, d'ailleurs on n'a plus, la HAC a d'autant plus un rôle très important qu'on n'a même plus du ministère dédié, n'est-ce pas, à la presse dans notre pays, puisque le ministère chargé de la communication, qui était le ministère de tutelle, a disparu mystérieusement, on ne sait pas pourquoi. Et donc, c'est la HAC aujourd'hui qui a les pleins pouvoirs pour gérer le domaine des médias au niveau de notre pays. Et donc, c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République a missionné la HAC pour conduire des réformes au niveau du secteur. Et donc, le premier défi, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, que ces réformes-là puissent aboutir. C'est vrai que la mandature qui est en train de s'achever a conduit ces réformes-là et a abouti à des résultats consignés dans un document qui a été laissé sur la table du chef de l'État. Je suppose que après les réflexions au niveau de l'exécutif et dans le cercle présidentiel, que la mise en œuvre de ces réformes-là doit revenir également à la HAC. Et j'espère que cette HAC-là sera à la hauteur de la mise en œuvre de ces réformes-là. Et sur un autre côté, moi, je pense que le défi le plus important pour cette mandature de la HAC, c'est le défi de l'assainissement de la profession, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se cacher pour le dire, c'est le métier le plus ouvert aujourd'hui. Et dans notre pays où n'importe qui, un quidam peut se lever et se proclamer journaliste et agir et comme tel, je crois qu'aujourd'hui il est important qu'on fasse un peu de l'assainissement. C'est aussi le domaine où n'importe qui peut se lever et créer son petit média, que ce soit une presse écrite ou un web ou quelque chose, et se proclamer patron de presse. Je crois qu'il faut davantage affiner les conditions, n'est-ce pas, pour créer les organes de presse, pour être journaliste et autres. Je crois que c'est important. C'est aussi le métier où, je dirais, bon, il y en a dans d'autres professions, mais je crois que c'est le métier également où on a beaucoup de brebis galeuses, où également les gens vivent une précarité qui ne dit pas son nom. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que pour les élections que nous avons connues, que certains estiment que les choix n'ont pas été opérés de façon véritablement, je dirais, de façon convaincante, de façon à aller vers celui qui a le meilleur projet, mais plutôt que certains ont comment je dis, trébuché par rapport aux espèces sonnantes, et que c'est ce qui a orienté leur choix. Évidemment, s'il y a précarité dans le secteur, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de ne pas faire le choix de l'argent. Et donc, je pense que c'est des secteurs assez importants et c'est des défis qui attendent cette mandature de l'institution. Il y aura que sur un autre aspect, sur l'aspect de la liberté, puisque l'une des missions de la HAC aussi, c'est de garantir et d'assurer la liberté de presse. Et par le passé, nous avons vu qu'il y a des médias qui ont été inquiétés. Et je parlerai du Golfe, du groupe de presse, la Gazette du Golfe et d'autres médias. Vous savez, on dit souvent que dans un pays ou dans une localité, quand un média se tait, c'est quand même, quelles que soient les raisons, même si c'est des raisons objectives, même si c'est bien, et si c'est des sanctions réelles, je crois que c'est un petit espace de liberté qui est en train d'être fermé. Quand c'est ainsi, n'importe quel démocrate ne peut pas être satisfait. Achille Oussou, la nouvelle mandature a de lourds défis à relever. Oui, mais les défis ne sont pas nouveaux. Hein. Les défis ne sont pas nouveaux. C'est ce que nous connaissons. Et malheureusement, nous, on avait opté pour la continuité parce que ceux qui ont commencé, on pense qu'ils ont fait le chemin jusqu'à un certain niveau et que cette possibilité de renouveler pouvait leur permettre donc d'aller un peu plus vite et de savoir là où ils se sont arrêtés et par quel bout ils allaient reprendre le combat. Malheureusement, bon,
sur les 3, je crois, il y a un seul qui est revenu. Il sera obligé donc de jouer le rôle de guide dans ce combat. Je crois que la première chose qu'on devrait attendre d'abord donc de nos représentants, parce qu'ils sont 3 seulement sur 9, c'est d'abord qu'ils se resserrent la rang, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils s'entendent autour donc des problèmes qui sont ceux des professionnels des médias du Bénin. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'entendre le candidat élu aujourd'hui, Basil Chibozo, par rapport donc à son projet qu'il a proposé, qu'il propose, donc sa vision de la presse aujourd'hui. Mais bon, je crois quand même que, puisque nous connaissons les problèmes qui sont les problèmes cruciaux de la presse au Bénin, des journalistes, et que bon, je crois que les chantiers que M. Adjamossi vient d'énumérer, et qui sont les chantiers les plus courants et les plus urgents pour les projets des médias, et que sur ces chantiers, il travaillera certainement de concert avec les autres à faire et qu'on appelle à permettre, j'allais dire, un assainissement donc de l'environnement médiatique au Bénin, une amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias. Et donc, ils ont 5 ans. 5 ans, ça commence maintenant. Et je crois qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il faut aller, il faut considérer que les élections sont déjà terminées et associer peut-être, qu'on appelle toute la matière grise nécessaire, toutes les compétences capables donc de les aider à évoluer facilement donc, sur ces chantiers-là. Et nous passons donc à un autre sujet. Jacques Migan a été nommé en Conseil des ministres un haut commissaire à la prévention de la corruption. Tout c'est peine en pays. Oui, c'est peine. disons pour lui, ouf. Parce qu'il y a un moment quand même qu'on a l'impression qu'il courait derrière un strapontin. Bon, heureusement pour lui, le chef de l'État, Patrice Talon, a fini par penser à lui. Oui, vous avez parlé de ses peines. Oui, ses peines, parce qu'il s'est beaucoup épanché dans les médias. Il a lancé beaucoup d'appels de pied. Et finalement, c'est heureux, n'est-ce pas, que ces appels incessants et multiples soient enfin entendus par le chef de l'État. Bon, de toutes les façons, c'est un cadre de la nation qui aspire certainement à servir la nation. Il a fait, par ailleurs, dans le passé avec le président Mathieu Kérékou, dont il a été, je crois, le conseil juridique ou quelque chose au palais. Je crois qu'il a tout fait pour servir et d'autres chefs de l'État, notamment Boni Yahi et enfin Patrice Talon. Si ces peines ont été récompensées, je crois que c'est bien pour lui. Maintenant, vous savez, nous avons fait l'expérience des hauts commissariats à beaucoup de choses, au commissariat à la gouvernance concertée, au commissariat à machin, tout ça. Et quel est le résultat que cela a véritablement donné? Certains ont dit, excusez l'expression, certains ont pensé à un moment donné que c'est des manchins qui sont créés juste pour récompenser quelques personnalités. Est-ce que son cas sera différent, surtout que nous tendons vers la fin du mandat? Est-ce qu'en quelques mois ou en quelques années, est-ce qu'il pourra véritablement prévenir la corruption dans notre pays? En tout cas, de toutes les façons, c'est le chef de l'État qui sait le contenu qu'il met dans cette nomination. Et j'espère que Jacques Migan également intégrera ce que le chef de l'État a mis dans cette mission à lui confier. Et si cela peut aider à prévenir, à réduire la corruption dans notre pays, bon, souhaitons-lui bonne chance. Et chers amis internautes, nous allons marquer une courte pause avant de retrouver Achille Oussou dans sa position sur ce sujet. De retour sur ce plateau, nous nous retournons vers Achille Oussou pour son point de vue sur le sujet. Jacques Migan sera-t-il à la hauteur de ce poste? Oui, et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que la nomination de Jacques Migan peut être perçue comme un signe de la patience et de la fidélité. Ça fait 8 ans, 8 ans de patience, donc 8 ans d'espérance. Et finalement, je crois que Patrice Talon a su tailler un poste
hein, peut-être à la hauteur donc, de ce qu'il mérite. Parce que je voudrais mettre bout à bout le profil de l'homme avec le poste qu'on lui donne. Je crois qu'en tant qu'avocat de rang très élevé, il a vraiment les ressources qu'il faut pour gérer ce portefeuille qui est relatif à la lutte contre la corruption. Et aussi, on lui connaît une certaine intégrité, une intégrité qui le crédite donc de ce mérite-là, qui peut vraiment jouer le rôle. Alors, mais maintenant, est-ce qu'il sera à la hauteur, comme vous le demandez? Je crois que c'est à l'œuvre qu'on pourra l'apprécier. Il a 2 ans sous Patrice Talon pour donner qu'on appelle les preuves de son mérite et de sa capacité. Mais au-delà, je crois aussi que s'il le faisait bien, puisqu'il est nommé par décret présidentiel, s'il le faisait bien, il peut peut-être être aussi gardé par le prochain président, parce que ce n'est pas un poste avec lequel Patrice Talon partira. Et il peut toujours, il a la possibilité donc de garder le poste après le président Patrice Talon. Et donc, ça veut dire que il a du pain sur la planche. C'est à lui de faire le travail de façon à prouver, à donner donc, à montrer à tous les Béninois qu'il peut vraiment jouer ce rôle-là d'assainissement donc de notre quota politique, de l'assainissement de la vie sociale et politique dans notre pays, de la bonne gouvernance. Et donc, je crois que c'est son travail qui va lui donner ce crédit. Mas Gaspard Diam aussi, avec cette nomination du maître Jacques Migan, les autres soutiens du chef de l'État peuvent encore garder l'espoir. Oui, bien sûr, puisque Achille a parlé de patience, de fidélité. Moi, je vais ajouter endurance, parce que... c'est très important. Voilà. Et donc, si Jacques Migan finit par être récompensé, je crois que les autres aussi peuvent être patients, fidèles et endurants et pourront bénéficier. Encore que pour Jacques Migan, c'est sous Talon qu'il faut compter 8 ans. Il faut compter, ajouter les 10 ans de Boné Yahi, ça fera du 8 ans de patience, d'endurance et de fidélité. Le dernier sujet, non, l'avant-dernier sujet de cette émission, les Guépards du Bénin ont battu le grand Nigeria à 2 buts à 1. Oh, oui, c'est un score historique parce que je crois qu'un match officiel, depuis les indépendances, les Béninois n'ont jamais vaincu la sélection senior du Nigeria. Je crois que c'est chose faite avec cette victoire, c'est pour ça qu'on dit historique. Et ensuite, je crois qu'après environ 15 matchs d'affilée sans victoire, les Guépards du Bénin viennent quand même de faire 2 victoires successives, 1-0 contre le Rwanda, 2-1 contre le Nigeria. Et je dirais, curieusement, ce n'est pas en terre béninoise, ce n'est pas sur nos propres installations, mais plutôt sur un terrain qu'on a emprunté, disons, aux Ivoiriens, parce que c'est au stade Félicia d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, que nous avons obtenu ces 2 victoires, ce qui a fait dire à certains qu'il faut exorciser les stades du Bénin, notamment le stade Mathieu Kérékou de Cotonou. Mais ce qui paraît important, c'est que aujourd'hui, c'est comme s'il y a un réveil au niveau des Guépards du Bénin. Jusque-là, on jouait sans gagner. Ce qui a fait dire même à notre sélectionneur national, le franco-allemand, et qui a peut-être quelque part des gris-griseurs qui empêchaient le ballon de rentrer dans les filets adverses. Mais cette fois-ci, il ne nous a pas dit ce qu'il a fait pour que... Mais je crois que pour que ça marche, je crois que c'est tout à son actif aussi. Peut-être que nous qui avions parlé contre lui, peut-être qu'on a parlé un peu trop tôt. Bon, peut-être que c'est aussi des résultats en trompette. Ce qui est sûr, il y a encore... Il a promis de qualifier le pays pour... Non, il ne faut pas trop rêver. C'est vrai qu'on a eu 2 victoires d'affilée, mais il faut vraiment être patient. Il ne faut pas être trop euphorique. Gageons que cela donne des perspectives, mais parce que c'est une équipe jeune et je crois que si ça continue sur cette lancée, ils peuvent gagner en confiance et, n'est-ce pas, comment dire, donner du plaisir au public sportif béninois. Achille Oussou, nous n'avons pas le droit de rêver avec cette victoire. Moi, je pense que nous devons rêver. Et moi, je rêve grand. Je pense que pour un coup d'essai, le Bénin peut faire un coup de maître.
en tout cas, tels qu'ils ont commencé, moi, j'ai foi que si on continue comme ça, on peut vraiment aller loin. Et on peut compter parmi donc, les équipes qui représenteront le continent africain et à ce rendez-vous international de football. Oui, c'est vrai, nous avons critiqué l'entraîneur par le passé, mais il a commencé par faire de très bonnes choses. Malheureusement, le Béninois ne s'est pas félicité, ne s'est pas encouragé. Le Béninois ne sait que critiquer, injurier. Donc, depuis qu'il a fait 2 matchs d'affilée avec ses victoires et surtout cette victoire historique contre le Nigeria qui connaît beaucoup plus le stade Félix Houphouët-Boigny que l'équipe du Bénin, parce que pour avoir fait la dernière CAN dans ce pays-là. Donc je crois que tout est à l'actif d'abord du sélectionneur et ensuite des joueurs qui devraient aussi saisir cette occasion-là pour se vendre. C'est à ces occasions-là que les recruteurs viennent pour voir comment les bons produits qu'ils peuvent sélectionner, qu'ils peuvent utiliser dans leur formation respective. Et donc, je crois que les Béninois doivent beaucoup se vendre. Moi, je rêve quand même qu'on dise, après ces seigneurs qui a fait sa saison, et un peu l'ancien qui est devenu entraîneur maintenant, notre frère du Nord, comment il s'appelle, Chomogo, qui ont fait d'une manière ou d'une autre leur saison. Je rêve quand même que le Bénin compte aussi au sommet du football international des joueurs qui vendent, qui seront capables de vendre l'image donc de notre pays, qui sont des ambassadeurs pour le football béninois, parce que le Bénin est aussi une terre de sport, le Bénin est une terre de football. Les Guépards du Bénin sont donc sur la bonne voie. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie et je suis sûr qu'ils feront quelque chose donc d'inédit. Mais Mas Gaspard Diamossi, pourquoi vous ne croyez pas à notre... Non, je crois. Je suis un gros rêveur, mais en cette matière, je n'ai pas envie de trop rêver. Parce que Guépard ou écureuil, il faut pas trop être euphorique et les féliciter. Quand ils font des prouesses et vous voulez les féliciter, ils vous refroidissent rapidement. Donc, je préfère te réserver. Alors, le baromètre de la semaine, là, nous en parlons tout de suite. Et maintenant, Mas Gaspard Diamossi qui monte. Et qui monte, même si je ne rêve pas, j'ai envie de dire les Guépards du Bénin. Parce qu'ils nous ont quand même procuré un peu de joie, un peu de bonheur, surtout par rapport à cette victoire sur le Nigeria. Et donc, il est évident que dans l'opinion, les Guépards du Bénin montent. Qui descend? Et qui descend, j'ai envie de dire, pas toute l'institution, mais j'ai envie de dire la police républicaine. Pourquoi? Du côté de Parakou. Okay. Et oui, parce qu'on a, cette semaine, nous avons appris, même en n'étant pas sur les lieux, que des journalistes ont été menottés. Je crois que les journalistes ne sont pas de vulgaires délinquants et quel que soit ce qui leur reproché, c'est des gens qui sont à même de se présenter devant les juridictions, mais pas en étant menottés comme de vulgaires criminels. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'à une étape de la procédure, qu'il en soit ainsi. Et donc, on dira plus jamais ça. Achille Oussou, qui descend? Qui descend, et je voudrais tout de suite dire, sans jeter de l'huile sur le feu, je voudrais parler de la junte militaire au pouvoir au Niger, parce que cette affaire, donc cette crise qui perdure par rapport, pour être beaucoup plus court, et cette transaction dans le pétrole nigérien, et avec cette comparution des ressortissants nigériens hier à la Criette, je crois que ce n'est pas des manières pour ramener le calme, pour permettre aux deux pays donc, de retrouver leur amitié d'entre-temps. Et je voudrais vraiment que chacun travaille à faire évoluer la situation pour que vraiment le Bénin et le Niger retrouvent leur fraternité d'antan. Qui monte tout de suite, moi je ne veux pas dire les Guépards, mais je vais dire le sélectionneur, Guénot Kror, qui a montré quand même qu'il était capable de faire aussi du bien, du beau pour le pays. Ce n'est pas la fin, mais ça a bien commencé, donc il faut aussi reconnaître ça.
Et voilà, c'est définitivement terminé pour le compte de ce vendredi 14 juin 2024. C'était donc à l'instant votre émission hebdomadaire Les Grandes Contradictions. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end à tous et à vendredi prochain. L'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Les Grandes Contradictions. Les Grandes Contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Rousseau. Les Grandes Contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.